L'Égypte a depuis plusieurs années de bons taux de croissance, c'est un pays qui est important dans le monde arabe, et pourtant l'Égypte va peut-être dans les années qui viennent vers une crise majeure. Et la raison en est simple. Le Nil, qui depuis 3000 ans est le moteur de l'organisation agricole, économique, sociale, pourrait ne plus suffire pour alimenter ce grand pays en eau. Alors je vous propose d'ouvrir un nouveau chapitre de prospective, quels vont être les futurs de l'Égypte, en nous appuyant sur l'ouvrage 2033, l'Atlas des futurs du monde. Avec 80 millions d'habitants en 2010, l'Égypte est le pays le plus peuplé des États arabes et le 16e pays le plus peuplé au monde. Or, en 2010, le taux de fécondité était toujours de 3 enfants en moyenne par femme. C'est un indice élevé qui va porter la population égyptienne à 100 millions d'habitants dans 15 ans. C'est là le premier paramètre, car pour ce pays, une telle augmentation représente des conséquences en chaîne. Dans le domaine de l'éducation, du logement, de l'emploi, donc le social, l'augmentation de la population va entraîner une hausse des besoins alimentaires qui imposera de mettre en culture de nouvelles terres pour répondre à la demande accrue de produits agricoles, et donc l'Égypte va se trouver confrontée à une situation tendue pour son approvisionnement en eau. Voilà donc la problématique devant laquelle se trouvera l'Égypte dans quelques années, ou bien pour être plus exact, dès aujourd'hui. Le deuxième paramètre, c'est bien sûr la géographie physique du pays. Ce pays fait environ 1 million de kilomètres carrés, dont seulement 35 000 km² sont habités et cultivés, soit à peu près la taille de la Belgique. Seuls 4% du territoire sont fertiles, situés pour l'essentiel dans le delta et le long de la vallée du Nil. Pour augmenter la surface utile du pays, les autorités égyptiennes ont choisi de fertiliser des terres du désert, notamment au sud, en dérivant une partie des eaux du Nil pompées chaque jour depuis le lac Nasser, en amont du barrage d'Assouan. Cette photo nous montre les vastes oasis agricoles qui sont implantées en plein désert. Mais l'extension de ces fermes du désert fait surgir au moins 3 problèmes. D'abord, le Nil apporte à l'Égypte 95% de ses ressources hydriques. Or, l'Égypte, qui est un pays désertique, prélève déjà par le pompage des eaux l'intégralité de ses ressources en eau renouvelables. Deuxièmement, le secteur agricole consomme à lui seul plus de 85% de l'eau douce consommée dans ce pays, ce qui ne laisse guère de marge de manœuvre. Enfin, il a été calculé que pour obtenir un rendement équivalent à celui de 1 hectare dans la vallée du Nil, il faut 100 hectares de terres désertiques irriguées. Autrement dit, ce type de production agricole coûte fort cher en termes d'infrastructures hydrauliques et en plus se révèle d'une productivité médiocre. Aujourd'hui, la quantité d'eau renouvelable disponible par an et par personne est de 860 m3 en 2009, mais avec le rythme actuel de progression de la consommation, elle pourrait chuter à 582 m3 en 2017, c'est-à-dire beaucoup moins que le seuil de pénurie fixé à 1000 m3 par l'OMS. Voilà donc notre troisième paramètre. C'est donc dans un contexte hydrique déjà tendu que vient s'inscrire le quatrième paramètre, également déterminant à long terme, la montée du niveau de la mer Méditerranée liée au réchauffement climatique. Alors voyons les effets que l'on peut anticiper sur le delta du Nil. Le delta, c'est un peu le poumon de l'Égypte. À lui seul, il rassemble près des 2/3 de la population égyptienne et 45% de la production agricole du pays. Par conséquent, toute élévation du niveau de la mer aura un impact majeur en Égypte. Regardez cette simulation. Si la mer monte de 1 mètre dans les 30 ou 40 ans qui viennent, 15% des terres du delta seront inondées, de nombreuses cultures seraient perdues et 6 millions de personnes seront déplacées. S'il y a montée des eaux et stérilisation des sols, un grand nombre d'agriculteurs pourraient ne plus pouvoir cultiver leurs terres et donc se retrouveraient sans emploi. Des infrastructures indispensables à l'activité économique du pays seraient détruites à Alexandrie, Rosette, Port Saïd. Sur la côte, des kilomètres de plages seraient menacés de disparaître avec leurs installations touristiques, évidemment. L'aquaculture serait elle aussi touchée par la baisse de la qualité de l'eau des lagons, où les Égyptiens pêchent 1/3 de leurs poissons d'eau douce. La situation serait alors d'autant plus critique qu'à la montée du niveau de la mer correspond évidemment un phénomène de salinisation des nappes souterraines,
Donc, au problème de la stérilisation des terres s'ajoute celui de la réduction des quantités d'eau douce disponibles. Voilà, dans un pays où 41% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, l'élévation du niveau de la mer constitue un facteur d'instabilité sociale et politique majeur. Donc en résumé, et quelle que soit la façon dont on aborde la question, l'Égypte se trouve confrontée à un sérieux problème d'eau douce disponible qu'elle devra résoudre rapidement si elle veut préserver son développement économique et donc sa stabilité politique et sociale. L'agriculture emploie près de 30% de la main-d'œuvre égyptienne, elle est centrale dans la culture nationale et donc centrale au maintien de l'équilibre social du pays. Parmi les solutions possibles, deux peuvent être écartées sur le champ. L'accroissement des prélèvements, qui consiste à pomper davantage les aquifères égyptiens, puisqu'elles sont déjà exploitées au maximum. Leurs capacités tendent même déjà à diminuer sous l'effet de prélèvements excessifs et de l'intrusion d'eau saumâtre dans les aquifères côtiers. Et puis deuxièmement, les usines de dessalement, parce qu'elles demandent des investissements très élevés. C'est donc vers les aménagements du Nil que les autorités ont choisi de se tourner en imaginant plusieurs projets hydrauliques. Les plus importants sont le projet Toshka et celui de la Nouvelle-Vallée. Ainsi, le canal Cher Saïed achemine depuis 2008 les eaux du Nil du lac Nasser vers le désert égyptien, et le projet devrait relier à terme plusieurs oasis. Mais si l'Égypte peut construire de nouveaux canaux, elle ne peut pas pomper davantage dans le Nil, car le Nil ne lui appartient pas, et c'est là notre cinquième paramètre. Donc, changeons le point de vue cartographique et abandonnons la projection somme toute classique du Nil, nord-sud, pour suivre son tracé depuis ses sources jusqu'au delta. Son bassin versant couvre environ 10% du continent africain et 9 États sont situés en amont de l'Égypte. Soudan, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Tanzanie. Avec 6700 km de long, le Nil est avec l'Amazone l'un des deux plus longs fleuves au monde. Et ses deux principaux affluents sont le Nil blanc qui prend sa source au Rwanda et le Nil bleu qui est originaire d'Éthiopie. Et c'est dans la capitale du Soudan, à Khartoum, que les deux se rejoignent. Donc la question, c'est évidemment de savoir à qui appartiennent les eaux du Nil. Lorsque le colonisateur britannique quitte l'Égypte et le Soudan, un accord signé en 1959 répartit entre les deux pays les eaux du Nil, dont le débit annuel moyen est estimé à 84 milliards de mètres cubes. L'Égypte va pouvoir en prélever 66%, alors qu'elle est le pays le plus en aval du fleuve, et le Soudan peut en prélever 22%. Le restant est considéré comme perdu par évaporation, ce qui représente tout de même 12%, et le traité oublie de mentionner les autres pays riverains du bassin, alors que l'Éthiopie à elle seule détient 86% des eaux du Nil. Alors les intérêts des parties sont maintenant très difficiles à concilier, parce que la plupart des pays du bassin sont soumis aux mêmes pressions agrodémographiques et souhaiteraient une répartition plus équitable des eaux du Nil, ce qui déclenche une tension diplomatique avec le Caire. D'ailleurs, 4 pays riverains ont signé en mai 2010 un accord commun de partage des eaux du Nil, auquel va se joindre le Kenya, et qui a en revanche été boycotté par le Soudan et l'Égypte. Maintenant, sixième paramètre qui s'ajoute aux difficultés pour l'Égypte, ce sont les évolutions politiques du Soudan, où convergent donc les deux principaux affluents du Nil. Ces tensions compromettent les chances de l'Égypte de pouvoir y augmenter ses prélèvements. Parce que dans un contexte de forte tension entre le nord et le sud du Soudan, on ne peut pas exclure que le contrôle du Nil blanc devienne l'un des enjeux du rapport de force entre les deux États, après bien sûr le contrôle des zones pétrolières. C'est donc pour éviter cette issue et trouver une solution au problème de l'eau dans la région qu'a été lancée l'initiative du bassin du Nil, initiée sous les auspices de la Banque mondiale. Voilà, j'ai voulu vous montrer que si l'Égypte veut maintenir sa quantité d'eau disponible tout en contournant sa dépendance vis-à-vis des États situés en amont, en fait, elle n'a pas d'autre possibilité que de rationaliser sa propre consommation d'eau. Et plusieurs mesures sont possibles. L'irrigation par le goutte à goutte, les aspersions des cultures, mais pendant la nuit, l'entretien et l'enfouissement des canalisations pour éviter l'évaporation, le traitement des eaux,
la rationalisation des terres agricoles, la gestion collective des pompages et une réorientation de la production vers des cultures sèches, moins voraces en eau. Voilà, avec ces 6 paramètres, nous avons donc tenté de planter le décor du futur de l'Égypte. C'est un pays émergent, mais il pourrait bien ne pas le rester compte tenu des conditions que nous venons de décrire, à moins d'engager au moins 3 grandes réformes. La première, c'est évidemment la gestion de l'alimentation en eau. La seconde, engager des négociations avec les États qui sont en amont du fleuve pour éviter la tension sur le Nil. Et puis troisièmement, relâcher la pression sociale, parce que je vous rappelle que l'Égypte, cela fait maintenant 30 ans que ce pays vit sous le régime de la loi martiale. Si vous voulez en savoir plus sur ce dossier, je vous renvoie à 2033, Atlas des futurs du monde de Virginie Resson, un atlas qui est paru chez Lafon et d'où a été tirée cette émission consacrée à l'Égypte. Vous pouvez aussi lire le numéro de Futurible de décembre 2010, où il y a un article qui est consacré justement à l'Égypte, le temps des réformes. Et puis, si vous voulez revoir cette émission et les émissions du Dessous des cartes en général, il suffit d'aller sur Arte+7, sur le site de Arte, c'est-à-dire arte.tv.